Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, je suis très heureux de retomber en enfance puisque le sida est arrivé dans ma carrière quand j'étais chef de clinique. Donc ça me ramène à la période 89-92, c'était euh, assez intéressant. Et je remercie Monsieur Guiliardi de m'avoir proposé d'intervenir dans votre colloque parce que il y a eu plusieurs bouleversements. Voilà. Alors, ça a été donc un choc professionnel à plusieurs titres. D'abord, la maladie en tant que telle. Et il y a eu des impacts médicaux sur les soignants, les patients, notamment avec les conséquences somatiques, psychiques et la compulsion à répétition de certains patients homosexuels. Et en fait, ça a eu également un impact sociétal avec la mise au grand jour justement de ces pratiques, de ces comportements, de ces orientations sexuelles, avec des dérives dont vous vous souvenez certainement, et surtout d'un point de vue purement médical, la menace du secret médical. Donc, on va essayer d'aborder successivement ces thèmes. Alors, donc, l'époque dont je vais vous parler, c'est celle de 89 à 2002. Après, j'ai changé d'hôpital. On ne s'occupait plus de ce. Je suis revenu à une pratique de médecine interne. Alors, à ce moment-là, j'étais chef de clinique dans un service de médecine interne à l'ergologie et mon patron, Monsieur Dry, a fait venir Willy Rosenbaum qui était en rupture de tout le milieu infectiologue et s'est engueulé avec tout le monde en clair. Mais c'est un type qui, il avait des côtés un petit peu caractériels, je dirais, était un mec génial puisque c'est lui qui a apporté le ganglion à Pasteur, sans lequel le VIH n'aurait pas été découvert en France, mais et Montagnier et puis les autres, et Barry aussi n'auraient pas eu le prix Nobel. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement, euh, oui, génial et intuitif. Moi, je m'occupais de cobayes asthmatiques. Je modélisais, j'essayais de comprendre les mécanismes de l'hyperréactivité bronchique, hein, pour ce pourquoi on tousse. Bon, c'était amusant, mais enfin, ça pédalait un peu dans la choucroute, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de résultats à ce moment-là. Et je suivais en consultation des patients asthmatiques, donc j'étais bien loin de tout cela. Et ces patients sont arrivés en hospitalisation avec une maladie nouvelle. Il n'y avait pas de traitement de la maladie, pas de traitement du VIH. Pour mémoire, les traitements sont arrivés en 96. Ils mouraient systématiquement euh, du fait de la progression du VIH. Grosso modo, tous les 6 mois, enfin en 6 mois, quelqu'un hospitalisé mourait 6 mois après. Alors, il y a des contre-exemples, et j'en ai retrouvé un la semaine dernière, puisque je me suis occupé d'un secteur de cancérologie, où il y avait justement un patient qui était entré pour un problème de lymphome ORL, et il était suivi à Rothschild, là où j'étais chef de clinique, et là où Willy Rosenbaum est arrivé depuis 88. Donc, il y a des survivants, il a eu la chance, le miracle de résister au VIH. Mais globalement, c'était j'entre à l'hôpital et puis malheureusement 6 mois après, c'était fini. La contamination révélait un mode de vie particulier, toxicomanie, c'était la pleine période de l'héroïne, l'homosexualité qui existe depuis des siècles bien sûr, mais ça survenait au grand jour. Et au début, il n'y avait pas de prévention connue. Alors, j'ai eu quelques patients qui venaient d'hôpitaux de province où leur chambre, d'abord ils étaient isolés, la porte de leur chambre était barrée d'un grand panneau danger avec au pied, enfin pour entrer dans la chambre, il y avait un bain d'aquin dans lequel il fallait tremper ses pieds parce qu'on ne sait jamais, on aurait pu emporter le truc, le virus, voilà. Heureusement, ça n'a pas duré. Les patients niaient leur maladie. Ça a été quand même assez étonnant. Et je me rappelle très bien d'un couple, lui étant bisexuel, avait contaminé sa femme. Et quand je lui demandais quel était l'avenir de sa femme, il me dit non, tout va bien, elle est très sans problème. Bon, elle a dû mourir malheureusement comme son mari. Et il y avait plusieurs choses concernant le secret médical. C'était d'abord la préservation du mode de vie. Et je vous citerai un exemple. Alors, il y a eu un aspect que j'ai peu connu. J'ai eu une patiente comme ça, qui n'était pas hémophile d'ailleurs, mais ça, disons ça, à chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je me recueillais quelques minutes ou quelques secondes, mais enfin, c'est une femme qui, à la suite d'un accouchement, a eu une transfusion d'1 kilo de sang et elle a eu le sida
et l'hépatite C. Donc, pendant quelques temps, là, on a voulu à la terre entière et aux médecins en particulier. Et elle était contrainte et forcée, obligée de revenir dans le parcours de soins, mais pas heureuse du tout. Elle est d'ailleurs morte quelques temps après. Alors, les, euh, cette maladie donc posait des questions, enfin a eu un impact sur notre relation aux patients et notamment pour le secret médical. Bon, moi, il se trouve à un moment dans cette période, je suis allé faire de la plongée à Madagascar. Tranquille, j'imaginais être loin de Rothschild. Je tombe sur un Paris Match qui dit Willy, le sauveur de l'humanité, ou quelque chose comme ça. Willy Rosenbaum égale SIDA. Et donc, les patients qui étaient suivis par lui, c'était des gens qui avaient le SIDA. Et ce qui posait donc un véritable problème de secret médical. Et d'ailleurs, le service de médecine interne à l'ergo, dans lequel les gens étaient hospitalisés, préservait de ce point de vue-là l'anonymat et de la maladie dont souffraient les gens. Il y avait des comportements complètement surréalistes. Un jour, je trouve euh, je dis un type parce que c'est le cri du cœur, il était en train de fumer dans la salle d'attente. Alors, vous imaginez une dizaine de patients asthmatiques, et il y a un type qui tire sur sa clope. Bon, les infirmières n'osaient pas trop lui parler, j'ai compris pourquoi après. Et je suis allé le voir en disant, monsieur, vous savez, m'en fous, je vais crever. Bah, je lui ai dit, ben, sortez fumer à l'extérieur. Donc, bon, fou, pas question. Donc, faire venir la sécurité pour un type qui est en train de mourir. Donc, c'était très inhabituel. Alors, l'histoire de la vengeance d'avoir été contaminé, ça, je l'ai lu dans la presse, que un steward qui avait été contaminé, quand il est arrivé à San Francisco, a fait tout ce qu'il fallait pour contaminer toute la communauté homosexuelle. Et donc, il y avait une forme de vengeance. Et j'ai été eu, ben, je vais les avoir. Bon. Mais en fait, tous ces patients souffraient sur le plan bien sûr somatique, mais également psychique, parce que mourir à 30 ans n'est pas normal, et surtout dans un contexte de déchéance physique. Et le président Joannet nous parlait de cette patiente ou de ces patients en général, et j'ai vécu la même situation. Et tout compte fait, l'instinct humain a entraîné un certain fatalisme. Et donc, on peut dire clairement que ça a été un choc et ce virus a bousculé les conduites et pratiques médicales que nous avions jusque-là. En effet, la paralysie générale, c'est une forme évolutive de la syphilis qui survient au bout de 20 ou 30 ans. Et on a eu comme ça l'occasion d'avoir un patient qui était porteur du virus, qui était hospitalisé pour douleur des membres inférieurs. Alors en fait, il avait un syndrome cordonal postérieur. Alors il y a une coquille que j'ai laissée passer. Et il avait deux antécédents de syphilis correctement traités qu'il revendiquait. Bon, le TPHA était positif, mais bon, c'était étiologique. Enfin, c'était antérieur, une séquelle, une cicatrice sérologique. Son syndrome cordonal postérieur, enfin, on a balayé toutes les étiologies sans rien. On était un petit peu embarrassés, mais lui souffrait. Donc, on était en train de monter les enchères des traitements antalgiques. Il s'est mis à trembler, on va dire distal, puis après diffus. Et un matin, il me dit, quand je passe le voir, je dis, docteur, venez voir, regardez le haut-parleur là dans le coin du plafond, là, les infirmières se moquent de mon homosexualité. Bon, une espèce de délire paranoïaque et tout. Là, je sors de ma préoccupation sur mes cobayes asthmatiques, je prends mon bouquin de neuro, je fais enfin, une discussion et je me dis, tiens, ça ne peut être qu'une paralysie générale avec l'ensemble des symptômes. Il était traité, il avait été traité convenablement, il n'y avait pas de raison d'en douter, mais pourquoi pas. Donc du coup, balance bénéfice-risque, je dis à mon interne, allez, le traitement de la paralysie générale, c'est une injection d'extensiline par semaine, on va en faire deux. Voilà. Comme on l'avait on l'avait changé de chambre à cause de ce délire, il était tout seul et il se réveille à la troisième injection en disant mais qu'est-ce que je fous là? En fait, il était en train de développer une paralysie générale extrêmement rapidement du fait du VIH. Et donc, ça pose au passage la question de savoir si on peut guérir un jour d'une maladie infectieuse et si on ne garde pas un petit virus, une petite bactérie dans un coin qui est prêt à émerger. Et je pense que c'est pas trop déconnant de pouvoir admettre ça.
Ah ben non, je suis pas, c'est en arrière là, oui. Voilà. Alors, ça impacte aussi les soignants. On sortait de la visite avec l'agrégé avec lequel je travaillais et on trouvait que le patient qui avait une encéphalite au VIH souffrait par rapport aux antalgiques dont on disposait à l'époque, qui étaient le Fénergan, l'Argactil et Dolezal, dont un des effets latéraux était parfois la mort, mais comme on n'avait pas de traitement étiologique, et on croise l'infirmière qui allait lui réadministrer une nouvelle perfusion. On lui dit, bah tiens, il n'a pas l'air de répondre favorablement au traitement. Et elle nous répond, de toute façon, vous le tuez avec vos traitements. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait deux solutions. Soit on passait en force le principe d'autorité, soit on essayait de faire preuve d'astuce et d'intelligence. Donc, on s'est tous assis autour d'une table et on a pris les gens, enfin, du brancardier à l'infirmière et à l'agrégé, et en passant par les gens qui faisaient le nettoyage, les étudiants de deuxième année, les étudiants de quatrième et sixième année, et l'interne et moi-même. Et en fait, on a expliqué ce qu'on faisait, on a expliqué la situation du VIH et que bah, quand les gens souffraient, il fallait peut-être d'abord les soulager avant de pouvoir les traiter, de les guérir, ce qui était à cette époque-là impossible. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on avait un signalement remarquable de la part du personnel soignant. Dès qu'il y avait un problème, on rediscutait du traitement à la baisse ou à la hausse. Mais enfin, donc c'était une collaboration extrêmement intéressante. Et ça a été une façon de travailler qui s'est imposée, mais naturellement, et c'était un des rares aspects positifs de cette épidémie, à mon sens. Les certitudes médicales étaient battues en brèche puisque ce patient était entré pour une septicémie à staphylocoque à la suite d'une plaie. Bon, je l'avais examiné globalement et complètement. Donc, il était guéri, il était apyrétique depuis 3-4 jours. Il allait sortir un samedi matin. Et en faisant sa sortie, je vois que les infirmières ont été obligés d'appeler le médecin de garde pour lui donner des morphiniques. Et les morphiniques, palier 3, c'est quand même, alors il avait éventuellement eu quelques comprimés de Doliprane en début de semaine. Je le réexamine. Là, le diagnostic a été vite fait parce que je palpe son abdomen, je souffle une expansivité fabuleuse. Je mets mon stéto, un souffle. En fait, et je savais que tout était normal une semaine avant. Et en fait, le diagnostic était celui d'un anévrisme infectieux. Même s'il avait guéri de sa septicémie, la bactérie s'était logée dans son aorte, probablement à l'occasion d'une plaque d'athérome, enfin peu importe le mécanisme. Et il était en train de disséquer, puisqu'il avait très, très mal au dos. Et on l'a fait opérer, le chirurgien Nussaume et ses collaborateurs sont venus, et ils l'ont opéré dans l'après-midi, et il était guéri. Et donc ça, cette versatilité sémiologique, oui, impulsivité si on peut dire, mais cette évolutivité des maladies somatiques a été une des caractéristiques de cette infection VIH, l'immunodépression. Alors on connaissait ça chez les greffés, moi j'ai fait de la transplantation rénale quelque temps avant, euh, mais là c'était vraiment systématique et il fallait être vraiment très vigilant. Ça a été la découverte pour moi, du comportement de vie homosexuel. Willy m'avait raconté tout ça. Je l'avais lu avant dans des journaux, mais c'était vraiment étonnant, et notamment la compulsion de répétition, ce qui fait que, avec les partenaires multiples, chaque soirée, ça donnait des situations absolument délirantes, mais on n'en a jamais parlé, c'était de toute façon pas le problème, parce qu'il ne fallait pas les stigmatiser. Voilà. Il y avait en plus des associations de patientes qui ont réagi extrêmement rapidement à cette époque. Malheureusement, beaucoup sont morts. D'ailleurs, la transmission de l'expérience s'est estompée. Les hémophiles étaient à part et ont pas eu le même type de comportement. D'abord, il n'y a pas eu de contamination, très peu de contamination au sein des couples d'hémophiles, et le FS gérait tout ça, alors que ça a été un vrai scandale, mais ça fait l'objet de procès. Mais enfin, vous le savez aussi bien que moi. Mais les patients demandaient à avoir des culots de concentré sanguin, et donc c'est pour ça que
Il n'y a pas eu de scandale comme, par exemple, pour le test diagnostic du VIH, etc. Alors, il y a quelques réflexions que les soignants ont fait. On va aller voir en détail celle-là. Et Monsieur Joannet parlait il y a quelques instants des chirurgiens. Euh, ce jeune collègue, enfin ce jeune collègue, j'étais plus jeune que lui, mais ce collègue dont l'agrégation était programmée, euh, était vraiment à passer quelques semaines difficiles. Alors, en entrant dans la chambre, il y a quelqu'un qui dit, ah ben il l'a cherché à propos d'un type qui était en train de mourir d'une encéphalite au VIH. Alors sans traitement bien sûr. Et bon, moi j'étais à côté de lui, je lui ai donné un coup de coude pour qu'il se taise et il s'est tu. Le patient avait quand même entendu ça. Alors après, il y a eu les conséquences parce que Willy s'en est mêlé, etc. Enfin bon, c'était un peu bordélique à gérer, mais et je trouvais que c'était donc ma compréhension de la situation, c'est qu'il y avait une culpabilité à pas pouvoir les soigner. Ça, c'était extrêmement frustrant parce que d'un autre côté, quand il y avait une infection intercurrente, on donnait un traitement. Et ce qui a fait que un des plus grands concertistes mondiaux de l'époque, quand on lui demandait, vous avez bien mangé à midi? Ah bah oui, j'ai pris mes 30 comprimés. Et ce soir, ah bah, il y en avait 25. Et ne mangeait pas grand-chose d'autre. Donc en fait, on était dans une situation où les infections s'additionnaient les unes aux autres, on n'arrêtait pas les traitements, et donc c'était une situation infernale jusqu'au décès du patient. Bon, le sentiment d'homophobie qui a percé là la carapace aussi, c'est quelque chose qui est arrivé et ça pose le problème du transfert contre transfert. En fait, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Là aussi, ne me parlez pas comme ça. Donc moi, j'étais en train de voir quelque chose dans la salle des infirmières, puis j'entends le ton monter entre un patient et une infirmière, et le comportement de l'un et l'autre. Quand je dis agressif, je ne sais pas, je me rappelle plus si c'était le patient ou l'infirmière, mais enfin, en tout cas, ça montait, c'était mal parti. Donc, je me mets entre les deux, en leur disant de se calmer, en disant à l'infirmière, laissez passer, je raccompagne le patient. Et en fait, bon, le patient faisait une crise d'épilepsie temporale, avait des troubles du comportement du fait des kystes de toxoplasmose. Et l'infirmière avait oublié que le malade pouvait être malade et avait oublié sa neutralité bienveillante, que vous connaissez mieux que moi. Et en fait, le patient s'est normalisé sous traitement et il n'avait pas conscience de ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Donc là aussi, ça bouscule parce que le patient était, c'est le propre de l'épilepsie temporale, mais enfin, le patient était entre guillemets normal, sauf qu'il n'était pas normal du tout, il était malade. Et il fallait pas le perdre de vue. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne tolérait pas tout ce que les patients faisaient, mais il fallait toujours interpréter ça à l'aune du VIH et des contaminations possibles. Alors ça, c'est un souvenir que j'ai eu. Là aussi, ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire que j'étais de garde dans le pavillon Castaigne en néphrologie, en parallèle à mon clinica, pour une garde de réa et de transplantation. Et il y avait un seul lit libre. Le SAMU m'appelle en me disant on t'amène quelqu'un et tout. Bon, ok, très bien. Je vois un type arriver, il dépassait les limites du brancard, il était velu, etc. Intubé, ventilé. Et donc Castaigne, à l'époque, c'était un couloir ouvert aux deux portes. Et donc j'étais entouré d'une infirmière, d'une étudiante et d'une aide-soignante. Donc on était quatre, pour 12 patients, ça allait à peu près. Et, mais le SAMU, en partant, me dit, t'inquiète pas, on les a semés. Alors, on les a semés, j'ai dit, pardon. Bah oui, c'est un toxico, enfin c'est un trafiquant de drogue qui est lui-même toxico, qui s'est contaminé, et il est comme ça parce qu'ils l'ont flingué. Il avait une balle dans le cerveau, ou un truc comme ça, enfin bon. Et il voulait le tuer. Donc, alors ça posait deux problèmes. C'est si ceux qui voulaient le tuer débarquaient, qu'est-ce que je faisais? J'avoue que ma résistance aux balles est, comme tout le monde, nulle. Il y avait les autres patients dont il fallait s'occuper, protéger aussi, le personnel, etc., moi-même. Et donc, quelque part, je m'étais dit, bah, écoutez, au maximum, je leur dis où est le patient qu'ils veulent finir, puisqu'ils l'ont commencé, et ça protégera les autres. Mais c'est peut-être un mauvais calcul, je ne sais pas, j'en ai jamais parlé.
Et puis après, il y avait le problème de la prise en charge de ce patient. Mais là, bon, c'est plus classique puisque il avait le devoir d'être soigné. Voilà. Mais ça a été la nuit de réa. Il n'y avait pas beaucoup de, c'était relativement stable, mais psychologiquement, j'ai pas bien vécu. Et donc, les chirurgiens ont payé un tribut au moins psychologique parce que heureusement, le virus est très fragile. Et donc, se piquer lors de la pose d'un cathé en opératoire chez quelqu'un, rappelez-vous l'époque, pas de traitement, donc une virémie permanente, donc une possibilité de se contaminer, eh bien, ce collègue était d'une pâleur dont la blancheur était à peu près comparable à celle du fond de l'écran de cette diapositive, et ça a duré jusqu'à ce que les résultats soient négatifs. Il a consommé son AZT en se rendant malade du fait de l'AZT. De toute façon, ça ne servait pas à prévenir la contamination. Heureusement, le virus était fragile. Et quand je vois, étant un pasteur à l'époque, le, le service qui contrôlait les conditions de travail était venu, c'est le comité d'hygiène et sécurité. Leur préoccupation, c'est l'hépatite B et non pas le sida. Donc, parce que justement, le virus était très fragile. Mais donc ça veut dire que, en fait, le soin, je me suis englobé là-dedans, mais bien sûr, mais j'avais moins de contact avec les patients que les infirmières ou les chirurgiens. Vous exposez à être contaminé, donc à l'époque, ça voulait dire un arrêt de mort presque. Alors, il y a eu, donc ça c'est l'impact sur les patients, sur le personnel, enfin sur les soignants, et également ça a eu un impact sur la pratique médicale. Donc, comme il n'y avait pas de traitement et que la mort était inéluctable, sauf l'exception dont je vous ai parlé, bah, les médecins étaient désarmés. Oui, mais notre métier, c'est de soigner, pas de guérir. Sinon, on serait tous en tôle, puisque la mort, malheureusement, est inéluctable. Et donc, il fallait bah, les accompagner dans la mesure du possible. Mais avec des comportements dont vous avez vu quelques ébauches qui étaient parfois étonnantes, avec un sentiment de culpabilité euh, dont était absolument nécessaire de se défaire parce que bah, le VIH était plus fort que enfin, on sait qu'il n'y a pas de vaccin pour le VIH pour l'instant, alors que ça a commencé il y a quand même une vingtaine d'années à peu près, 30 ans même. Voilà. Donc il fallait de l'empathie, mais pas tout porter sur soi, parce que sinon c'est ingérable. Hein, on ne peut pas accompagner tous enfin, c'était une forme de soins palliatifs avec des soins aigus, quoi. Donc c'est compliqué à gérer sur le plan émotionnel. La réémergence des maladies infectieuses qui étaient prétendument guéries, bah, on avait des certitudes, on a guéri, on n'en parle plus. Eh ben, ça a volé en éclats, l'histoire de la paralysie générale. Moi, je l'ai retrouvé récemment à propos, mais c'était connu à propos de la tuberculose, hein, les gens qui sont contaminés dans leur enfance et qui l'expriment quelques années après. Donc, bon, c'est banal, mais là, on s'est pris ça dans la figure parce que ça donnait des formes évolutives compliquées et en plus atypiques sur le plan sémiologique. Les traitements antalgiques, bah, on a eu quasiment que ça, quoi, hein, parce que une fois qu'on avait les traitements anti-infectieux cumulés et que les gens souffraient, bah, il fallait leur donner quelque chose. Et même si parfois l'effet secondaire était la mort. Et c'était une question, je dirais, de balance bénéfice-risque. Quel est l'intérêt de faire souffrir quelqu'un au prétexte qu'il pourrait mourir si on lui donnait des médicaments antalgiques? La préservation du secret médical était essentielle et c'est là l'intérêt, je l'évoquais tout à l'heure, de faire hospitaliser ces patients dans un service de médecine interne banal, même à connotation allergologique. Et quand on a quitté ce service, Willy Rosenbaum s'est occupé de tous les lits et c'était clairement affiché la pathologie infectieuse. Et là aussi, comme je le disais à propos de Madagascar et de Paris Match, ça transgressait de fait le secret médical. Quoi qu'il en soit, personne ne m'a demandé parmi les patients, alors j'ai pas une vision exhaustive des patients, hein, bien évidemment, mais parmi les patients que j'ai pu prendre en charge, aucun ne m'a demandé de mettre fin à sa vie. L'impact sociétal était évident, mais ça concerne plus, enfin nous savons tous ce que ça a eu comme impact au niveau individuel. Mais il y a, à mon sens, cette pandémie a conditionné l'émergence et la solution de la pandémie Covid. En effet, tous les agrégés de pathologie infectieuse étaient chefs de clinique à l'époque,
En l'occurrence, Pierre-Marie Girard était le chef de clinique de Rosenbaum. Il est devenu prof chef de service maladies infectieuses et Karine Lacombe était son agrégée. Et donc, ils ont construit leur carrière sur des grands essais cliniques sur le traitement du VIH à l'aide de l'industrie. Donc, l'équation, c'était pandémie égale industrie. Et pour le Covid, ça a été pareil. Sauf que c'est différent parce que le Covid est un virus différent et heureusement moins mortel, mortel quand même, mais moins. Et donc, c'est quelque chose qui une forme de conditionnement avec associé d'ailleurs à la spécialisation de la médecine. C'est-à-dire vous êtes infectiologue, vous avez le droit de parler de maladie infectieuse, vous n'êtes pas infectiologue, vous n'avez pas le droit. Pour l'interniste que je suis, c'est choquant, mais enfin c'est une autre. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a été façonné, je crois, par la pandémie VIH. Le, donc, il y a vraiment une dépendance des médecins vis-à-vis de l'industrie qui s'est impliquée. Je dirais d'ailleurs, je parle des médecins. Je pense que les chirurgiens sont complètement différents et c'est pour ça que moi je suis très heureux d'être membre de l'Académie de chirurgie, je le dis à notre président, parce que c'est eux qui font et l'industrie qui vient, qui dépend d'eux. La relation est inverse et ils ont une vision prospective de leur métier que il est difficile d'avoir en médecine puisque ça dépend des recherches et autres. Il fallait absolument protéger les soignants parce que c'est clair que c'est encore plus vrai pour le virus Ebola ou d'autres maladies. Hein, si les soignants se rendent malades, ça pose vraiment problème. Il y avait eu un article dans le New England Journal of Medicine sur l'utilisation de la variole comme agent microbiologique, d'une guerre enfin, bactériologique, enfin, virologique. Et en fait, il y a suffisamment de gens encore vaccinés contre la variole pour que le vaccin étant plus efficace que l'incubation de la maladie, s'il y a utilisation de ce virus, il n'y aurait que quelques morts. Alors c'est des centaines ou des milliers de morts, mais ça ne pourrait pas être utilisé. Donc protéger les soignants est absolument fondamental. Il y avait le typo bandeau qui parlait de sidatorium. Bon, mais c'était un risque et on l'a vu, il y avait une forme d'homophobie plus ou moins contrôlée qui pouvait sortir. Le secret médical était menacé, à mon sens. Moi, je l'ai vécu après quand j'ai dirigé un service au CHU de Nîmes, puisque je suis professeur à la faculté de Montpellier, et où le patient ne voulait pas que sa famille sache qu'il était contaminé par le VIH, parce que ça voulait dire que lui était, je crois, toxico à une époque, mais bon, peu importe. Et bon, quand il est mort, les parents ont voulu savoir de quoi il était mort. Le PH qui suivait n'a pas répondu, heureusement, puisque le patient nous a demandé de ne pas dire. On m'a posé la question, je n'ai pas répondu. Bon, on a protégé le secret médical. Alors, pour la petite histoire, c'est le curé du village qui a vendu la mèche. Mais enfin, peut pas être parfait, hein. Le contre-transfert du médecin qui est en situation d'échec, parce qu'on était à une époque où la médecine devenait toute puissante. Bon, elle l'est encore plus, mais c'était vraiment, mais tellement sectorisé que ce sentiment s'est un petit peu galvaudé, enfin partagé entre les différents acteurs. Voilà. Et en plus, ça touchait tout le monde, tellement c'était une pandémie. Moi, je me rappelle un soir comme ça, vers minuit, j'écoutais un concert à la radio et en fait, le, le concertiste était hospitalisé dans les lits dont je m'occupais. Donc ça fait un choc quand même. Voilà. Mais alors, il y a aussi des comportements qui étaient choquants, mais qui reposaient toujours sur les mêmes ambiguïtés. C'était la difficulté d'avouer son homosexualité. Et c'était le cas de ce patient qui était en train de mourir et qui était cadavérique, comme l'a très bien dit Monsieur Joannet tout à l'heure à propos des patients à ce moment-là. Et il nous avait dit, je ne veux pas que ma famille soit informée. Bon, bah, très bien, merci monsieur, on exécute. Et donc son frère débarque en pleine forme, jeune et dynamique, et ressort de la chambre et on faisait la visite, donc on était dans le couloir, et il nous dit, mais vous faites rien pour soigner mon frère. Et j'ai dit, si, là, j'ai laissé faire mon agrégé, qui était un pas vide, qui était remarquable, je trouve. Il dit, mais si, monsieur, on fait tout ce qu'on peut. Mais non, le ton monte, je vais me fâcher et tout. Il commence à prendre l'agrégé par la blouse pour lui casser la gueule. Alors là, on a dit, monsieur, calmez-vous, etc. Bon, le type est parti. Et en fait, on est allé voir le patient en lui disant que on respectait sa volonté, bien entendu,
mais que s'il déclarait son homosexualité à sa famille, ça arrangerait certainement les choses, mais qu'on le laissait faire à la manœuvre. Voilà. Notamment parce que dans ce genre de situation, on a vu beaucoup de gens qui étaient seuls, puisque leur conjoint ou leur compagnon était déjà mort ou malade, etc. Et donc ils se retrouvaient complètement seuls. Et donc gérer une maladie pareille avec une fin de vie qui s'annonce, seul, c'est vraiment pas. Donc c'était pas déconnant qu'il en parle à sa famille. Et contrairement à ce qu'il pensait, le fait d'avoir déclaré, révélé son homosexualité à sa famille fait qu'il a, ça s'est remarquablement passé. Et le frère a compris et il est venu s'excuser de son comportement. Mais donc c'était vraiment des comportements qu'on ne voyait pas avant. Non, pardon. Donc je crois que cette période s'est caractérisée par deux choses. La première, c'est le respect du secret médical, et parce que il y avait une transformation sociale. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Mais c'était vraiment le fil conducteur. Et c'était l'occasion de rediscuter de tout ça, des plus jeunes aux plus vieux. Et, euh, et donc l'histoire politique a fait long feu également. Et donc ce secret médical, ben, on a bien vu qu'il s'imposait après la mort du patient. Comme l'anecdote que je vous ai racontée l'a montré, ça a été absolument. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de théorique, bien sûr, le secret médical, mais en fait, en pratique, quand quelqu'un vient de manière agressive vous solliciter, bah, il faut rester tout à fait courtois et on a appris à le faire. Et enfin, le mot dignité humaine a été prononcé par les deux introducteurs de cette journée. Et en fait, c'est vrai parce que le, disons qu'on a vu, moi je vois ce soliste dont le souvenir que j'ai de lui, c'est un type en couche avec on le suivait à la trace tellement il avait des pathologies infectieuses digestives qu'on ne contrôlait pas. Et ça posait vraiment, la dignité humaine était menacée et on essayait de faire ce qu'on pouvait avec les moyens dont on disposait. Voilà, alors il y avait la médiatisation qui s'est emparée de tout ça, qui était aussi une donnée du problème, la médiatisation de la médecine. Et donc, il fallait vraiment, pour nous, en contrepartie, être à l'écoute des patients, faire preuve d'empathie, et avec la contrepartie de l'équilibre entre l'empathie et puis le poids de l'échec médical apparent. Voilà. Alors, heureusement, on s'est rappelé aussi qu'on n'avait pas d'obligation de résultat, sinon tous les médecins seraient en tôle puisque tout le monde meurt. Donc, voilà. Enfin, c'était une période difficile. Donc, en conclusion, ça a été brutal comme période. J'espère ne pas avoir été trop long, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon. Et pour moi, ça a été extrêmement riche et formateur de la relation médecin-patient. Ça a bouleversé clairement notre société, mais vous le savez mieux que moi. L'apprentissage de l'empathie s'imposait et pour moi, ça a été un déclic pour les étudiants que j'ai pu avoir. Le secret médical est absolument fondamental et l'évolution informatique de la société avec le web pose vraiment, vraiment problème. Je pense que cette pandémie VIH a conditionné l'émergence des autres pandémies, dont celle du Covid. Et je suis plus inquiet pour ça. Cette pandémie a peut-être réformé, à conduire à évoluer et proposer une réforme des études médicales qui n'est pas forcément idéale. Je vous remercie. Merci, professeur Vincent.